La cantine de la station spatiale Kepler-7 était sombre et silencieuse. La plupart des extraterrestres venaient ici pour noyer leurs soucis. Dans un coin était assis un vieux guerrier Zelani nommé Krextu. Sa peau gris-bleu était couverte de cicatrices et des pièces métalliques avaient remplacé son bras gauche et sa jambe droite. Il fixait son verre de nectar fermenté, perdu dans des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Une jeune Zelani s'approcha de sa table. Elle s'appelait Valara et portait un appareil d'enregistrement. C'était une journaliste qui écrivait des articles sur la guerre terminée il y a 50 ans. La guerre entre l'Empire Zelani et les humains. « Excusez-moi, dit Valara doucement. Êtes-vous Krexu ?» Le vétéran de la 3e flotte d'assaut. Krexu leva des yeux fatigués. « Va-t'en, jeune femme, je n'ai rien à dire sur la guerre. »« S'il vous plaît, dit Valara en s'asseyant sans permission. La galaxie a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Comment le puissant empire Zelani a-t-il pu perdre face à une espèce qui avait à peine quitté son système natal? Krexu rit, mais sans joie. Vous pensez que nous avons perdu parce qu'ils avaient de meilleures armes, de meilleurs vaisseaux. Vous ne savez rien. Sur l'écran mural de la cantine, un reportage montrait des vaisseaux humains arrivant dans un autre système stellaire. Le journaliste parlait de l'expansion humaine et de leur mission pacifique. La main de Krexu se crispa autour de son verre. « Ils s'étendent toujours, murmura-t-il. Continue de se déplacer vers de nouveaux mondes. Qu'est-ce qui vous effraie chez eux ?» demanda Valara, allumant son enregistreur. Krexu resta silencieux pendant un long moment. Puis il commença à parler. « J'étais jeune quand la guerre a commencé, fort et fier comme tous les guerriers Zelani. Nos généraux nous avaient dit que les humains étaient faibles. Ils disaient que les humains étaient des créatures molles qui ne connaissaient rien au vrai combat. Nous les avons crus. » Il but un coup et continua. « Ma première bataille fut sur Arcturus III. Elle était censée être facile. Les humains y avaient une petite colonie minière, peut-être 3000 personnes. Nos services de renseignement disaient qu'ils n'avaient aucune force militaire, seulement des mineurs civils et leurs familles. » Valara se pencha en avant. « Que s'est-il passé? Nous sommes arrivés avec une flotte de combat complète. 12 vaisseaux de guerre contre une colonie minière. Nous nous attendions à ce qu'ils se rendent immédiatement. Au lieu de cela, ils ont riposté. » La voix de Krexu s'adoucit. Mais pas comme n'importe quel ennemi que nous avions jamais affronté. Les yeux du vieux guerrier fixaient quelque chose que lui seul pouvait voir. La colonie avait un officier militaire nommé Jake Morrison, juste un lieutenant responsable de la sécurité. Lorsque nos forces ont atterri, nous nous attendions à ce qu'il se cache ou s'enfuit. Au lieu de cela, il a transformé toute la colonie en une arme. « Comment ?» demanda Valara. « Les humains ont pris leur équipement minier et en ont fait des bombes. Ils ont utilisé des lasers industriels comme armes. Ils ont inondé des puits de mines pour piéger nos troupes. Morrison et son peuple, y compris un sergent nommé Lisa Kane, ont disparu dans les tunnels souterrains comme des fantômes. » Krextu secoua la tête. « Nous avions étudié les tactiques militaires humaines pendant des mois avant l'invasion. Nous connaissions leurs armées, leurs armes, leurs procédures standards. Mais ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des mineurs, des ingénieurs et des agriculteurs. Pourtant, ils se sont battus comme des démons. Sûrement vos nombres supérieurs ont fini par l'emporter. Les nombres ne signifiaient rien. » La voix de Krextu devint amère. « Ils ont utilisé les mines comme un labyrinthe. Nos soldats entraient dans un tunnel et n'en ressortaient jamais. Les humains avaient piégé des explosifs partout. Ils connaissaient chaque passage, chaque cachette. » Le vétéran marqua une pause pour boire à nouveau. Le 3e jour, mon escouade fut envoyée pour nettoyer l'usine de traitement principale. Elle semblait vide, trop silencieuse. Mon chef d'escouade, Vexar, était le meilleur guerrier de notre unité. Il avait combattu dans une 12aine de campagnes. Que lui est-il arrivé? Un humain est apparu de nulle part. Juste un humain tenant un laser minier, même pas une vraie arme. Vexar avait une armure de combat complète et un fusil à plasma. L'humain avait des vêtements de travail et un outil. La voix de Krexu tomba à un murmure. L'humain s'est déplacé comme de l'eau. Rapide, fluide, impossible à prévoir. Vexar a tiré coup après coup, mais l'humain n'était jamais là où les tirs atterrissaient. Puis le laser minier a frappé Vexar à la poitrine. Il a transpercé son armure comme si c'était du papier. Un humain a tué votre chef d'escouade. Ce n'était pas le pire. Krexu regarda directement Valara. Alors que Vexar mourait,
L'humain s'est agenouillé à côté de lui. Il a parlé à Vexar dans un Zélani parfait. Il a dit à mon chef d'escouade qu'il était désolé que cela ait dû arriver. Il a fermé les yeux de Vexar et a fait une prière selon notre propre tradition religieuse. Valara sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment connaissait-il notre langue, nos coutumes? C'est ce que nous nous sommes demandé. Plus tard, nous avons appris que Jake Morrison avait étudié la culture Zélani pendant des années. Pas pour des raisons militaires, il était juste curieux des autres espèces. Beaucoup d'humains étaient comme ça. Ils apprenaient sur les extraterrestres parce qu'ils nous trouvaient intéressants. La main du vieux guerrier tremblait légèrement. Pouvez-vous imaginer combattre quelqu'un qui connaît vos prières, qui parle à vos camarades mourants avec respect et chagrin? Nous sommes venus pour les conquérir, et ils nous ont traités comme des ennemis honorés. Mais vous aviez une technologie supérieure. La technologie ne signifie rien quand votre ennemi pense différemment de vous. La voix de Crextus s'est renforcée. Nous avions des règles de guerre, des codes d'honneur, des tactiques appropriées. Les humains n'avaient pas de telles règles, ils improvisaient constamment. Que voulez-vous dire? Lisa Kane a transformé le système d'eau de la colonie en une arme. Elle a inondé des sections entières pour forcer nos troupes dans des zones de tir. Elle a utilisé les robots miniers pour transporter des explosifs. Elle a même entraîné les enfants de la colonie à transmettre des messages par des conduits d'aération trop petits pour les guerriers Zélani. Crexus regarda à nouveau le reportage. Nous nous attendions à ce qu'ils se battent comme nous, en ligne, en utilisant des formations standards, en suivant des procédures militaires. Au lieu de cela, ils se sont battus comme si toute la colonie était leur corps, et qu'ils en étaient le cerveau. Combien de temps a duré la bataille? 2 semaines. 2 semaines pour que 3000 humains retiennent toute notre force d'assaut. Lorsque nous avons finalement pris la colonie, la plupart des humains s'étaient déjà échappés par des tunnels secrets. Ils avaient d'abord évacué leurs blessés et leurs personnes âgées, puis leurs enfants. Les derniers à partir furent les combattants. Valara prenait des notes aussi vite qu'elle le pouvait. Qu'est-il arrivé à Morrison et Kane? Nous ne les avons jamais attrapés. Ils ont disparu dans la ceinture d'astéroïdes avec la plupart des colons. Plus tard, nous avons appris qu'ils avaient établi une nouvelle base sur un autre monde. Morrison est devenu général. Kane est devenu amiral. Ils ont appris à d'autres humains à se battre de la manière dont ils se battaient. La cantine était devenue plus silencieuse. D'autres clients écoutaient l'histoire de Crexus. Ce n'était que le début, dit le vieux guerrier. Arcturus III nous a appris que les humains étaient dangereux, mais nous n'avions aucune idée à quel point ils l'étaient vraiment. Valera regarda son enregistreur. Voulez-vous m'en dire plus? Crexus termina son verre et fit signe d'en commander un autre. Oui, vous devez comprendre. La galaxie doit comprendre. Les humains ne sont pas comme nous. Ils ne sont comme personne. Le deuxième verre de Crex arriva, et ses mains tremblaient davantage maintenant. Vari le remarqua, mais ne dit rien. Le vieux guerrier prit une gorgée et continua son histoire. Après Arcturus III, nos commandants étaient en colère, mais pas inquiets. Une colonie s'était bien battue, mais cela ne signifiait pas que tous les humains pouvaient se battre comme cela. Nous pensions que Morrison et Kane étaient inhabituels. Des cas particuliers. La voix du vétéran devint plus sombre. Nous nous sommes trompés. Chaque humain était comme eux. Absolument chaque. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Farr. Mon unité a été affectée à la flotte d'attaque rapide. Notre travail était de frapper les colonies humaines avant qu'elles ne puissent préparer leur défense. Attaque rapide, force écrasante, pas le temps pour les humains de s'organiser. Crexus rit amèrement. Nous avons frappé 6 colonies en 2 semaines. Chaque bataille était la même. Les humains se battaient comme des démons, utilisant toutes sortes de ruses et de stratégies que nous n'avions jamais vues auparavant. Mais nous avions des effectifs et une puissance de feu supérieure. Nous avons gagné chaque bataille. Alors pourquoi avez-vous l'air vaincu? Parce que gagner les batailles ne signifiait rien. Chaque fois que nous conquérions une colonie, la plupart des humains s'échappaient. Ils avaient toujours des plans d'évasion, des vaisseaux secrets cachés dans les champs d'astéroïdes, des bunkers souterrains que nous ne trouvions jamais, des routes d'évacuation à travers l'espace dangereux que seuls eux savaient naviguer. Le vieux guerrier Zélani fixa son verre. Pire que ça, il nous suivait. Vous suivez. Après chaque bataille, nous revenions à notre base dans la nébuleuse de Kepler. Elle était censée être secrète, cachée dans un nuage de gaz où les capteurs ne pouvaient pas fonctionner correctement. Nous nous y sentions en sécurité. La voix de Crexus baissa presque à un murmure. Puis un jour, des vaisseaux humains sont apparus.
Valara sentit sa respiration s'accélérer. Combien de vaisseaux? 3. Juste 3 vaisseaux humains contre notre base de flotte entière. Nous avions 40 vaisseaux de guerre et des milliers de personnels. Les humains avaient 3 transporteurs de fret modifiés. Qu'ont-ils fait? Rien au début. Ils sont restés là, juste en dehors de la nébuleuse, assez proches pour que nous puissions les voir sur nos capteurs, mais assez éloignés pour que nos armes ne puissent pas les atteindre. Krexu prit une autre gorgée. Les vaisseaux étaient commandés par le capitaine Ryan Walsh et le commandant Amy Foster. Nous avons intercepté leur communication. Ils ne cachaient même pas leur présence. Ils diffusaient sur des canaux ouverts, se parlant mutuellement de la disposition de notre base, de la position de nos vaisseaux, de nos horaires de patrouille. Comment savaient-ils tout cela? Nous nous sommes posé la même question. Plus tard, nous avons appris que les humains nous observaient depuis des semaines. Ils avaient utilisé de minuscules drones espions, si petits que nos capteurs ne pouvaient pas les détecter. Pendant que nous pensions être en sécurité et cachés, les humains étudiaient tout ce que nous faisions. Le visage marqué du vétéran montrait une douleur ancienne. L'amiral Coron a ordonné à une force de frappe de détruire les vaisseaux humains. 12 de nos vaisseaux d'attaque les plus rapides sont partis à leur poursuite. Se sont-ils échappés? Non. La voix de Craze était monocorde. Ils n'ont même pas essayé de s'échapper. Au lieu de cela, ils se sont séparés et ont entraîné nos vaisseaux dans une chasse à travers la nébuleuse. Valara se pencha en avant. Que s'est-il passé? Les humains connaissaient la nébuleuse mieux que nous. Ils avaient cartographié chaque poche de gaz, chaque tempête électromagnétique, chaque danger de navigation. Walsh a emmené 4 de nos vaisseaux dans un puits de gravité dont nous ignorions l'existence. Ils ont été écrasés avant de pouvoir s'échapper. Puis Foster, elle mena les 8 autres vaisseaux à travers une tempête ionique qui grilla leurs systèmes électroniques. Ensuite, elle utilisa une sorte d'arme magnétique pour déchirer leur coque. Les 8 vaisseaux furent détruits. Kexu resta silencieux un instant, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que le 3e vaisseau humain, commandé par quelqu'un appelé Tony Martinez, attaqua directement notre base. Un transporteur de marchandises contre tout notre réseau de défense. Les yeux du vieux guerrier se firent lointains. Martinez avait chargé son vaisseau d'explosifs et l'avait transformé en missile guidé. Il vola droit vers notre centre de commandement, ignorant toutes les armes que nous lui tirions dessus. Il se suicida. Non. À la dernière seconde, il s'éjecta dans une capsule de sauvetage. Son vaisseau vide s'écrasa sur notre installation de réacteur principal et détruisit la moitié de la base. Mais avant de s'éjecter, il émit un message à tous les vaisseaux de notre flotte. Quel message? Il dit qu'il était désolé pour les dégâts, mais que les humains continueraient d'attaquer tant que nous n'arrêterions pas d'envahir leur colonie. Il dit que l'ordinateur de son vaisseau contenait des cartes détaillées de 17 autres bases Zelani, et que des copies avaient été envoyées au commandement humain. Valara arrêta d'écrire. Il connaissait aussi vos autres bases. Toutes. Chaque base secrète, chaque dépôt de ravitaillement, chaque installation cachée que nous pensions sûre. Pendant que nous combattions leur colonie, les humains avaient fouillé notre espace, cartographié nos positions, appris nos secrets. Krexu termina rapidement sa boisson. Cette nuit-là, l'amiral Corin reçut une communication de l'amiral humaine Patricia Woods. Elle proposa un échange de prisonniers. Nous avions capturé des humains lors de nos raids. Elle avait aussi capturé certains de nos gens. Avez-vous fait l'échange? Oui, mais c'était étrange. La voix du vétéran devint perplexe. Nous nous sommes rencontrés sur un astéroïde neutre. Quand nos gens sont revenus, ils étaient confus et effrayés. Effrayés de quoi? Les humains les avaient bien traités, trop bien. Nos guerriers capturés avaient reçu de la bonne nourriture, des soins médicaux, des quartiers confortables. Certains avaient appris des jeux et des langues humaines. Quelques-uns avaient sympathisé avec leurs gardes humains. La voix de Krexu devint douce. Mon ami Théor était parmi les prisonniers. Quand il est revenu, il n'a pas parlé pendant des jours. Finalement, il m'a raconté ce qui s'était passé. Quoi? Les humains lui avaient posé des questions, mais pas sur des secrets militaires. Il voulait savoir sur la culture Zelani, notre musique, notre art, notre philosophie. Il semblait sincèrement intéressé à apprendre sur nous. Le vieux guerrier secoua la tête. Théor dit qu'une scientifique humaine nommée Dr. Karen White avait passé des heures à lui parler des mathématiques Zelani. Elle travaillait sur une sorte de projet de recherche et pensait que les systèmes numériques Zelani pourraient l'aider à résoudre ses équations.
Ça semble inoffensif. C'est ce qui l'a rendu terrifiant. La voix de Krexu était perçante. Le docteur White n'essayait pas d'obtenir des informations militaires. Elle voulait sincèrement apprendre de Tekor. Elle le traitait comme un collègue, pas comme un ennemi. Valara était confuse. Pourquoi était-ce effrayant? Parce que cela signifiait que les humains nous voyaient comme des gens, pas seulement des cibles. Ils étaient curieux de nous. Même pendant que nous étions en guerre, ils voulaient nous comprendre. Krexu fit signe pour une autre boisson. Le pire fut ce qui se passa une fois l'échange terminé. L'amiral Woods s'approcha directement de l'amiral Corrin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a demandé pourquoi nous nous battons. Pas d'une manière en colère. Elle semblait sincèrement perplexe. Elle dit que les humains seraient heureux de partager des systèmes stellaires et des ressources si nous voulions simplement leur parler au lieu d'attaquer. La voix du vétéran tomba en un murmure. Corrin n'avait pas de réponse. Notre empire s'était toujours étendu par la conquête. C'était la seule façon que nous connaissions. L'idée de partager l'espace avec une autre espèce nous était complètement étrangère. Que s'est-il passé alors? L'amiral Woods remit à Corrin une puce de données. Elle dit qu'elle contenait des cartes stellaires montrant des systèmes vides avec des ressources précieuses. Des systèmes que les humains avaient explorés mais n'utilisaient pas. Elle proposa de les partager librement si nous mettions fin à la guerre. Krexu fixait le vide. Cette nuit-là, la moitié de notre flotte déserta. Ils avaient entendu l'offre de Woods et avaient décidé qu'ils ne voulaient pas combattre des gens qui donnaient des systèmes stellaires gratuitement. La guerre continua, oui, mais tout avait changé. Nous ne nous battions plus pour la conquête. Nous nous battions parce que nous ne savions pas comment nous arrêter. Et les humains continuaient de nous suivre, toujours un pas devant, toujours sachant où nous irions ensuite. La cantine était maintenant complètement silencieuse. Tout le monde écoutait l'histoire de Krexu. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Le vieux guerrier a dit, « Les humains n'étaient pas seulement de bons combattants. Ils étaient quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que nous n'avions jamais rencontré auparavant. » Valara regarda son enregistreur. Quelque chose comme quoi? Krexu croisa son regard. Quelque chose qui nous a fait remettre en question tout ce que nous croyions sur la guerre, la conquête et ce que signifiait être des ennemis. Le troisième verre de Krexu restait intact alors qu'il fixait le mur de la cantine. Les autres clients s'étaient rapprochés, formant un petit cercle autour de sa table. Même le barman avait arrêté de travailler pour écouter. « La guerre a changé après l'incident de la nébuleuse », dit Krexu lentement. « Notre haut commandement a réalisé que les humains étaient plus dangereux que nous ne l'avions pensé. Ils ont décidé de mettre fin au conflit rapidement par une attaque massive. » Valara ajusta son enregistreur. Quelle était la cible? Prime, notre monde natal. La voix du vieux guerrier était lourde d'une ancienne honte. Les humains n'avaient jamais attaqué de cibles civiles. Ils se concentraient toujours sur les installations militaires. Nos dirigeants pensaient que cela signifiait qu'ils étaient faibles, craignant de prendre des décisions difficiles. Alors ils ont utilisé votre monde natal comme appât. Exactement. Le haut commandement a déplacé toute notre flotte restante pour défendre les colonies humaines, laissant Prime avec une protection minimale. Il voulait forcer les humains à attaquer directement notre peuple. Krexu prit enfin son verre, mais ne le sirota pas. Le plan était de montrer à la galaxie que les humains n'étaient pas meilleurs que n'importe quel autre conquérant. Quand ils bombarderaient nos villes et tueraient nos civils, d'autres espèces les considéreraient comme les monstres que nous prétendions qu'ils étaient. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. La voix du vétéran était à peine audible. Le général Alex Rivera mena la force d'attaque humaine. Au lieu de bombarder depuis l'orbite, ils envoyèrent des troupes au sol pour évacuer d'abord les civils. La cantine était maintenant complètement silencieuse. Plusieurs aliens avaient posé leurs boissons pour écouter. J'étais stationné dans la capitale lorsque les humains ont atterri. Nous nous attendions à un bombardement orbital, à une destruction massive, à la fin de notre civilisation. Au lieu de cela, des navettes humaines ont atterri dans les parcs et les places, et des soldats sont sortis transportant des fournitures médicales et de la nourriture. Le stylet d'écriture de Barara avait cessé de bouger. Ils aidaient votre peuple. Un médecin humain nommé Kate Sullivan a mis en place des postes médicaux pour soigner les civils blessés. Des soldats comme le sergent-chef Mike Torres et le caporal Jenny Davis sont allés de porte en porte, aidant les Elani âgés à évacuer vers des zones sûres. La voix de Kratu se brisa légèrement. Torres parlait un Zelani parfait.
Lorsqu'il a aidé ma voisine âgée à monter dans un vaisseau d'évacuation, il a utilisé les termes de respect formels que même les jeunes Zélani oublient souvent. Il l'a appelée « grand-mère honorée » et a demandé la permission avant de lui toucher le bras pour la guider. Comment connaissait-il si bien vos coutumes? C'est ce qui nous a terrifiés. Ces humains avaient étudié notre culture si profondément qu'ils comprenaient nos traditions mieux que la plupart de nos propres jeunes. Ils savaient quels aliments nous pouvions manger, comment s'adresser aux différentes classes sociales, même nos pratiques religieuses. Le vieux guerrier but une petite gorgée de son verre. Je faisais partie de la force de défense qui tentait d'arrêter l'avancée humaine, mais il était impossible de les combattre efficacement, car ils protégeaient nos civils mieux que nous. Que voulez-vous dire? Lorsque nous avons essayé d'établir des positions défensives dans des zones résidentielles, les humains ne nous tiraient pas dessus si des civils étaient à proximité. Au lieu de cela, ils attendaient la nuit et parvenaient à convaincre les civils de partir volontairement. Krexu secoua la tête d'étonnement. Jenny Davis a passé 3 heures à parler à une famille cachée dans leur sous-sol. Elle a parlé aux enfants dans un Zélani parfait, leur racontant des histoires sur des enfants humains de leur âge. Au matin, la famille avait décidé d'évacuer d'elle-même. Avez-vous combattu les humains directement? Oui. Lors de la bataille pour le quartier du gouvernement, mon unité a reçu l'ordre de tenir la place centrale. Les forces du général Ria avançaient de 3 directions. Le bras cybernétique du vétéran tressaillit légèrement. J'étais positionné derrière une barrière lorsque l'attaque a commencé. Mais au lieu de charger en avant, armes au poing, les humains ont fait quelque chose d'impossible. Quoi? Ils ont utilisé nos propres tactiques militaires contre nous. Des formations Zélani parfaites, des ordres donnés dans un Zélani militaire impeccable, même nos codes d'honneur traditionnels pour la guerre urbaine. Valara ressentit un frisson. Ils se battaient comme des guerriers Zélani. Mieux que des guerriers Zélani. Mike Torres se déplaçait dans notre ville comme s'il y avait vécu toute sa vie. Il connaissait des raccourcis à travers les bâtiments que je n'avais jamais vus auparavant. Jenny Davis comprenait si bien notre position défensive qu'elle a évité tous les pièges que nous avions tendus. La voix de Krexu devint plus douce. Mais le pire, c'est quand j'ai été blessé. Que s'est-il passé? Une grenade humaine a explosé près de ma position. Des éclats m'ont déchiré le bras et la jambe. Je saignais abondamment, probablement mourant. Ma propre unité avait battu en retraite, me laissant derrière. Le vieux guerrier regarda ses membres cybernétiques. Je m'attendais à mourir seul sur cette place. Au lieu de cela, un médecin humain est apparu, l'un de leurs soldats. Son nom était Tony Garcia. C'était un médecin de combat de l'unité de Rivera. Quand il m'a trouvé, j'étais à peine conscient et je perdais rapidement du sang. La voix de Krexu devint très douce. Garcia aurait pu me laisser mourir. J'étais un soldat ennemi dans une zone de combat active. M'aider mettait sa propre vie en danger. Mais il vous a aidé quand même. Il m'a traîné à couvert sous un feu nourri. Puis il a soigné mes blessures pendant près d'1 heure pendant que la bataille continuait autour de nous. Il a utilisé des techniques médicales humaines avancées pour me sauver la vie. Le vétéran fit une pause, les yeux lointains. Pendant qu'il travaillait, Garcia me parlait en Zélani. Il m'a parlé de sa famille restée sur Terre. Sa femme était enseignante. Sa fille apprenait à jouer d'un instrument de musique, un peu comme notre harpe traditionnelle. Il vous a raconté cela en soignant vos blessures. Le pire n'était pas là. La voix de Krexu s'adoucit en un murmure. Alors que Garcia bandait ma jambe, des tirs ennemis ont atteint sa position. Un tireur d'élite Zélani l'avait ciblé. Valara sentit sa respiration s'accélérer. Que s'est-il passé? Garcia a été touché à l'épaule, mais il n'a pas cessé de soigner mes blessures. Il a continué à parler, me racontant les cours de musique de sa fille, les élèves de sa femme, leur projet de visiter les colonies Centauri à la fin de la guerre. Il a été blessé en vous sauvant la vie? Oui. Et quand il a eu fini de soigner mes blessures, il a appelé une équipe d'évacuation humaine pour me mettre en sécurité. Puis il est retourné aider d'autres soldats blessés, humains et Zélani. Krexu regarda Valara droit dans les yeux. Plus tard, j'ai appris que toute la famille de Garcia avait été tuée lors de la première attaque Zélani sur les colonies terriennes. Sa femme, sa fille, tous ceux dont il m'avait parlé étaient morts. La cantina était complètement silencieuse. Plusieurs extraterrestres fixaient Krexu avec des expressions de choc et de confusion. Il vous a sauvé la vie alors que vous aviez tué sa famille. C'est là que j'ai compris ce que nous combattions vraiment. La voix du vétéran était creuse. Nous ne combattions pas des soldats ou des conquérants. Nous combattions des gens qui pouvaient tout perdre et choisir quand même de sauver leurs ennemis.
Que s'est-il passé après votre blessure? Les équipes médicales humaines m'ont évacué vers un hôpital de campagne. J'y ai passé 2 semaines pendant que mes blessures guérissaient. Pendant tout ce temps, les médecins et infirmiers humains m'ont traité exactement comme leurs propres soldats blessés. Craig-Sue vida son verre d'un trait. La docteure Kate Sullivan a effectué l'opération qui m'a sauvé le bras. Elle aurait pu l'amputer facilement, mais elle a passé 6 heures à reconstruire les tissus endommagés parce qu'elle voulait que je garde toutes mes fonctions. Et pour votre jambe, un spécialiste prothésiste humain nommé David Kim a conçu mon remplacement cybernétique. Il a travaillé avec moi pendant des jours pour s'assurer qu'il fonctionnait parfaitement. Il a dit qu'il voulait que je puisse danser au mariage de ma fille. Palara pose son stylet. Vous avez une fille? Oui, elle est née après la fin de la guerre. Elle étudie la littérature humaine à l'Université de Nouvelle-Genève. Sa meilleure amie est une humaine nommée Emma Chen. Le vieux guerrier regarda autour de la cantina. C'est pourquoi j'ai encore des cauchemars. Non pas parce que les humains étaient des ennemis cruels, mais parce qu'ils étaient des ennemis impossibles. Comment combat-on des gens qui vous traitent mieux que votre propre camp? La bataille pour Prime a-t-elle mis fin à la guerre? Non. Mais elle a tout changé. Lorsque les rapports sur le comportement humain ont atteint d'autres mondes, de nombreuses unités Zélani ont simplement cessé de combattre. Il est devenu impossible de convaincre nos soldats que les humains étaient des monstres lorsque les Zélani capturés étaient traités comme des invités d'honneur. Kexu fit signe pour un autre verre. La véritable fin est venue plus tard, lorsque les humains ont fait quelque chose que personne n'attendait. Quoi? Ils ont proposé de négocier la paix, mais pas avec nos chefs militaires ou nos représentants gouvernementaux. La voix du vétéran devint étrange. Ils ont demandé à parler directement aux civils Zélani. Ils voulaient entendre des agriculteurs, des enseignants, des artistes et des travailleurs. Le type de paix qu'ils désiraient. Bellara leva les yeux de ses notes. Ils ont négocié avec des non-militaires. C'est là que nous avons su que nous avions perdu, non pas parce que nos armées étaient vaincues, mais parce que les humains avaient trouvé comment mettre fin à la guerre d'une manière qui donnait envie à tout le monde de la paix. Le vieux guerrier fixa sa nouvelle boisson. Et ce n'était que le début de notre éducation sur ce que les humains étaient vraiment. La cantina s'était remplie de plus de clients à mesure que la nouvelle de l'histoire de Craig-Sue se répandait. Des extraterrestres d'une douzaine d'espèces différentes écoutaient tranquillement le vieux guerrier Zélani. Certains semblaient effrayés, d'autres semblaient confus. Tous étaient complètement concentrés sur ses paroles. Valara regarda autour d'elle nerveusement. Peut-être devrions-nous continuer cela dans un endroit plus privé. Craig-Sue secoua la tête. Non, ils ont besoin d'entendre ça. La galaxie doit comprendre ce que sont vraiment les humains. Il prit une gorgée de sa boisson et continua. Les négociations de paix ont commencé 6 mois après la bataille pour Prime. Notre haut commandement s'attendait à des négociations de reddition militaire traditionnelles. Au lieu de cela, les humains ont envoyé des diplomates. Cela semble normal. Rien n'était normal. La voix de Kexu devint étrange. Le négociateur principal était l'ambassadeur Karl Brooks. Il est arrivé au pourparler de paix avec une équipe qui comprenait Helen Ross, une spécialiste humaine en communication interespèces. Le vétéran marqua une pause, fixant sa boisson. Brooks parlait un Zélani supérieur parfait. Non seulement la langue commune, mais aussi le dialecte diplomatique formel utilisé uniquement par notre noblesse. Il connaissait des formes grammaticales que la plupart des jeunes Zélani n'avaient jamais apprises. Comment était-ce possible? C'est ce qui a terrifié nos négociateurs. Brooks avait d'une manière ou d'une autre appris nos structures linguistiques les plus complexes, nos subtilités culturelles, nos références historiques. Quand il a cité de la poésie Zélani ancienne lors des cérémonies d'ouverture, même nos propres diplomates ont dû chercher les vers pour les comprendre. Valara cessa d'écrire. Il connaissait votre poésie mieux que vous. Brooks a récité des passages de philosophes qui avaient vécu il y a 3000 ans. Il a discuté de mouvements artistiques Zélani que nos propres musées avaient oubliés. La main cybernétique de Craig-Sue se serra inconsciemment. Mais Helen Ross était pire. Pire comment? C'était une psychologue spécialisée dans la compréhension de la façon dont les différentes espèces pensent. Pendant les négociations, elle prédisait exactement comment nos diplomates réagiraient à chaque proposition. La voix du vieux guerrier baissa. Ross savait que les Zélani discutaient toujours des questions importantes par groupe de 3. Elle savait que nous considérions comme impoli de contredire directement quelqu'un de plus âgé.
Elle savait que nous prenions des décisions par consensus et non par vote majoritaire. Elle comprenait vos coutumes sociales. Elle les comprenait mieux que la plupart des Zélani. Ross avait étudié des enregistrements de milliers de conversations Zélani. Elle pouvait prédire nos schémas de négociation avec une précision parfaite. Creksou prit un autre verre. Le 3e jour des pourparlers, Ross fit quelque chose qui choqua tout le monde. Quoi? Elle a présenté des excuses à notre délégation pour les actions humaines pendant la guerre. Non pas des excuses politiques, mais personnelles. Elle a parlé de batailles spécifiques, de soldats Zélani spécifiques qui étaient morts, de familles spécifiques qui avaient perdu des proches. La voix du vétéran devint calme. Ross connaissait les noms de guerriers Zélani tués lors de batailles des années auparavant. Elle a parlé de Tekor, mon ami qui avait été capturé et qui est mort plus tard dans une autre bataille. Elle a parlé de sa famille, de ses réalisations, de ses rêves pour l'après-guerre. Comment pouvait-elle connaître de tels détails personnels? C'est ce que nous nous sommes demandé. Plus tard, nous avons appris que les humains avaient surveillé nos communications tout au long de la guerre, mais ils ne cherchaient pas de renseignements militaires. Creksou regarda autour de la cantina. Ils écoutaient nos messages personnels, des lettres aux familles, des extraits de journaux intimés, des conversations privées entre amis. À des fins de renseignement. Non, pour nous comprendre en tant que personne. La voix du vétéran était creuse. Ross avait lu des milliers de communications personnelles Zélani. Elle connaissait nos espoirs, nos peurs, nos rêves, nos regrets. Valara sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est terrifiant. Pendant les négociations, Ross mentionnait de petits détails sur la vie de Zélani individuelle. Elle savait que l'amiral Corinne avait un petit-fils qui voulait être artiste. Elle savait que le général Wexler écrivait de la poésie avant le début de la guerre. La voix de Creksou devint encore plus calme. Elle savait que j'avais l'intention de demander la main de ma compagne, Silara, avant le début de la guerre. Elle connaissait votre vie privée. Ross m'a pris à part le 4e jour des négociations. Elle m'a dit que Silara m'avait attendu tout au long de la guerre. Elle a dit que les services de renseignement humains avaient intercepté des lettres que Silara avait écrites, mais jamais envoyées. Des lettres exprimant son amour et son espoir de mon retour en toute sécurité. Les yeux du vieux guerrier étaient lointains. Ross m'a donné des copies de ces lettres. Elle m'a dit qu'elle pensait que je devais savoir ce que Silara ressentait, car la culture Zélani rendait difficile pour les femmes d'exprimer directement de telles émotions. Un ennemi humain a aidé votre relation amoureuse. Ce n'était pas le pire. La voix de Creksou se brisa légèrement. Ross avait également arrangé que des médecins humains examinent les dossiers médicaux de Silara. Silara avait été blessée lors d'un bombardement au début de la guerre. Des médecins humains l'avaient traitée sans qu'on leur demande. Des équipes médicales humaines avaient secrètement traité des civils Zélani blessés tout au long de la guerre. Ils avaient des hôpitaux mobiles cachés dans des champs d'astéroïdes, avec des médecins et des infirmières bénévoles. Valara posa son stylo. Il fournissait des soins médicaux à des civils ennemis. Le docteur Sam Carter avait traité les blessures de Silara 3 ans auparavant. Il avait pratiqué une intervention chirurgicale pour lui sauver la vie, puis avait fait en sorte qu'elle reçoive des soins continus d'autres équipes médicales humaines. Creksou finit rapidement son verre. Ross me montra les notes médicales de Carter. Il avait écrit des observations détaillées sur la personnalité de Silara, son intelligence, sa force. Il l'avait qualifiée de personne remarquable qui méritait de survivre à cette guerre et de trouver le bonheur. Un médecin ennemi a écrit cela sur votre compagne. Carter ne m'avait jamais rencontré. Il n'avait aucune idée que Silara était liée à un soldat Zélani. Il pensait simplement que c'était une personne qui méritait d'être sauvée. Le café était complètement silencieux. De nombreux extraterrestres qui écoutaient avaient cessé de boire et fixaient Creksou avec des expressions choquées. Les négociations de paix ont continué pendant 2 semaines de plus, dit le vétéran. Mais à ce moment-là, notre délégation n'avait plus la volonté de se battre. Pourquoi? Parce que les humains avaient démontré quelque chose qui a détruit notre compréhension de la guerre. Ils avaient montré qu'ils nous considéraient comme des individus, pas seulement comme des ennemis. Creksou regarda directement Valara. L'ambassadeur Brooks connaissait l'histoire personnelle de chaque négociateur Zélani. Helen Ross saisissait notre psychologie culturelle mieux que nos propres sociologues. Ils nous ont traités avec respect et dignité, même si nous étions techniquement encore en guerre. Comment la guerre a-t-elle finalement pris fin? Le dernier jour des négociations,
Brooks a fait une offre inattendue. Quel genre d'offre? Une autonomie Zelani complète sur nos territoires existants, plus l'accès à 3 systèmes stellaires inhabités dotés de ressources précieuses. Une assistance humaine totale pour la reconstruction des mondes endommagés pendant la guerre. Un transfert de technologie gratuit pour améliorer les conditions de vie des Zelani. Valara leva les yeux de ses notes. Ils ont proposé de vous aider à reconstruire votre empire. Ce n'était pas la partie choquante. La voix de Kraz devint étrange. Brooke a dit que les humains ne voulaient qu'une chose en retour. Quoi? Des programmes d'échange culturel. Il voulait que des étudiants Zelani fréquentent des universités humaines et que des étudiants humains étudient sur des mondes Zelani. Il voulait des projets de recherche conjoints, des expositions d'art partagées et des missions d'exploration coopérative. Le vieux guerrier secoua la tête. Nos négociateurs ont demandé pourquoi les humains voulaient ces choses. Brooke a dit qu'ils étaient curieux de la science, de l'art, de la philosophie et de la culture Zelani. Il a dit: les humains croyaient pouvoir apprendre des choses précieuses de nous. Ils voulaient apprendre des gens qu'ils avaient combattus. Hélène Ross a expliqué que les humains avaient étudié les réalisations Zelani tout au long de la guerre. Leurs mathématiques, notre ingénierie, nos traditions artistiques. Elle a dit que les scientifiques humains croyaient que la coopération entre les espèces profiterait à tout le monde. Krexu fit signe pour une autre boisson. La cérémonie de reddition officielle eut lieu sur une station humaine appelée Unity Point. Mais elle n'a pas eu l'impression d'une reddition. Quelle impression avez-vous eue? Comme le début d'une amitié. La voix du vétéran était perplexe. Les officiers humains ont serré la main des commandants Zelani. Ils ont échangé des cadeaux et partagé des repas. Certains d'entre eux s'étaient directement combattus quelques mois auparavant. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Confus, effrayé, en colère. Krexu fit une pause et répondit « Curieux ». Curieux de quoi? De quel genre de personnes pouvaient se battre pendant des années et vouloir ensuite sincèrement être amis avec leurs anciens ennemis? Le vieux guerrier regarda de nouveau la cantine. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la vérité la plus terrifiante sur les humains, à savoir qu'ils ne nous avaient jamais vraiment considérés comme des ennemis. Ils voyaient la guerre comme un malentendu entre amis potentiels. Valara fixa son enregistreur. Mais comment est-ce possible? Krexu croisa son regard. C'est ce que j'essaie de comprendre depuis 50 ans, et la réponse est plus effrayante que tout ce qui s'est passé pendant la guerre elle-même. Le dernier verre de Krexu était devant lui, mais il ne l'avait pas touché. La cantine était maintenant bondée d'extraterrestres debout à l'arrière parce que tous les sièges étaient occupés. La nouvelle de l'histoire du vieux vétéran Zelani s'était répandue dans toute la station Kepler 7. Valara regarda son enregistreur, vérifiant le niveau de la batterie. Vous avez dit que le traité de paix avait été signé il y a 50 ans. La guerre est terminée depuis un demi-siècle. Pourquoi faites-vous encore des cauchemars? Le vieux guerrier resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. Parce que la fin de la guerre n'était que le début de notre éducation sur les humains. Que voulez-vous dire? Je suis retourné à Veltar Prime, espérant reconstruire notre monde et oublier les humains. Je voulais épouser Silara, fonder une famille, et vivre une vie Zelani normale. Les doigts cybernétiques de Krexu tambourinèrent sur la table. Au lieu de cela, j'ai constaté que les humains avaient déjà commencé à aider aux efforts de reconstruction. Ils étaient sur votre planète natale. Des centaines d'entre eux, ingénieurs, médecins, enseignants, scientifiques, tous des volontaires qui avaient demandé à aider à reconstruire la société Zelani. La voix du vétéran devint tendue. Tony Garcia, le médecin qui m'avait sauvé la vie, travaillait à l'hôpital principal de notre capitale. Quand je m'y suis rendu pour le traitement de mes blessures de guerre, il m'a immédiatement reconnu. Comment a-t-il réagi en vous revoyant? Il a souri et m'a demandé comment allait ma convalescence. Puis il m'a présenté sa nouvelle femme, le docteur Linda Foster, qui aidait à établir une nouvelle école de médecine pour les étudiants Zelani. Valara arrêta d'écrire. Il s'était marié après la guerre. Sa première famille avait été tuée lors de notre attaque initiale sur les colonies humaines. Mais au lieu de nous haïr, Garcia avait décidé de consacrer sa vie à s'assurer que personne d'autre ne perde des membres de sa famille à cause de la guerre. La voix de Krexu se brisa légèrement. Garcia m'a demandé si je voulais rencontrer sa nouvelle fille, une petite fille humaine nommée Amy, peut-être âgée de 4 ans. Qu'avez-vous fait? J'étais terrifié. Cet homme m'avait sauvé la vie malgré la perte de sa famille à cause de mon peuple. Maintenant,
Il voulait que je rencontre son nouvel enfant. Le vieux guerrier fit une pause. Amy accourut vers moi sans peur. Elle avait joué avec des enfants Zélani et parlait parfaitement notre langue. Elle m'a appelé Oncle Cré et m'a demandé si je voulais voir ses dessins. Des dessins, des images d'humains et de Zélani jouant ensemble. Dans son esprit d'enfant de 4 ans, il n'y avait aucune différence entre les espèces. Nous étions tous juste des gens. Craigsu a finalement pris son verre, mais ne l'a pas siroté. C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable horreur de ce que les humains nous avaient fait. L'horreur. Ils nous avaient rendu impossible de les haïr. Même ceux d'entre nous qui voulaient rester amers et en colère ne pouvaient pas le faire face à leur amabilité sincère. Le vétéran regarda autour de la cantine. Cellar et moi nous sommes mariés 6 mois après mon retour. La cérémonie de mariage a été suivie par 12 humains, y compris Garcia et sa famille. Cela a dû être étrange. Le docteur Sam Carter, qui avait soigné Silara pendant la guerre, l'a accompagné sur le chemin cérémoniel, car son père était mort au combat. Garcia a prononcé un discours en Zélani parfait sur l'importance de l'amour survivant aux moments difficiles. La voix de Kvas devint émerveillée. Carter avait passé des mois à apprendre les traditions de mariage Zélani afin de pouvoir remplir correctement le rôle du père de Silara. Il connaissait des mots cérémoniels que j'avais oubliés. D'autres Zélani ont-ils accepté la présence humaine? C'était la partie la plus troublante. En 2 ans, la coopération humaine-Zélani était devenue tout à fait normale. Les ingénieurs humains travaillaient aux côtés des constructeurs Zélani. Les scientifiques humains collaboraient avec les chercheurs Zélani. Les enseignants humains apprenaient des philosophes Zélani. Le vieux guerrier secoua la tête. Ma fille Zara est née 3 ans après la fin de la guerre. Elle a grandi en jouant avec des enfants humains dont les familles avaient déménagé à Veltar Prime. Comment cela l'a-t-elle affectée? Elle a appris à parler l'humain standard avant de maîtriser le Zélani formel. Sa meilleure amie était une fille humaine nommée Rachel Kim, dont les parents étaient tous deux des chercheurs étudiant les mathématiques Zélani. La voix de Keksu s'adoucit. Quand Zara avait 7 ans, elle m'a demandé pourquoi les adultes parlaient de la guerre comme si ça avait été quelque chose de terrible. Pour elle, les humains étaient juste des amis qui se trouvaient être différents. Que lui avez-vous dit? J'ai essayé d'expliquer les combats, la destruction, les morts. Elle a écouté très sérieusement, puis a demandé pourquoi tout le monde avait été si en colère contre leurs amis. Le vétéran resta silencieux un instant. Je n'avais pas de réponse. Comment expliquer la haine entre espèces à un enfant qui ne l'a jamais vue? Où est votre fille maintenant? Elle étudie la littérature humaine à l'Université de Nouvelle-Genève. Sa thèse de doctorat porte sur les similitudes entre les traditions narratives Zélani et humaines. Craigsu a enfin pris une gorgée de son verre. Le mois dernier, elle m'a envoyé un message disant qu'elle était tombée amoureuse d'un étudiant diplômé humain nommé Ben Cooper. Il prévoit de se marier l'année prochaine. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Fié, confus, terrifié. La voix du vieux guerrier était complexe. Ben est une bonne personne. Il étudie l'histoire Zélani et parle couramment notre langue. Il traite Zara avec respect et gentillesse. Mais il est le petit-fils d'Emma Cooper, qui commandait un destroyer humain pendant la guerre. Emma Cooper a coulé 3 navires Zélani, dont un transportant mon cousin Veltor. Valara a levé les yeux de ses notes. Vous allez avoir des liens familiaux avec quelqu'un qui a tué votre proche. C'est le cauchemar avec lequel je vis tous les jours. Les humains ont rendu impossible de maintenir une haine appropriée. Craigsu a regardé Valara directement. Emma Cooper a assisté au service commémoratif de Veltor. Elle a déposé des fleurs sur sa tombe et a parlé du gaspillage que représente la guerre. Elle a dit qu'elle regrettait chaque mort qu'elle avait causée, même si elle défendait son peuple. Cela a-t-il aidé? Cela a tout empiré. Comment haïr quelqu'un qui pleure vos parents morts? Le vieux guerrier a fait un geste vers l'écran mural de la cantine, où des reportages montraient des vaisseaux humains arrivant dans divers systèmes stellaires. Regardez-les maintenant. 50 ans après la guerre, les humains continuent de s'étendre à travers la galaxie, mais pas par la conquête. Comment? Alors ils demandent la permission. Ils négocient avec les gouvernements locaux. Ils offrent technologie et assistance en échange de droits de colonisation. La voix de Craigstu devint plus sombre. Pire encore, ils invitent d'autres espèces à se joindre à leurs expéditions. En ce moment, il y a des équipages mixtes d'humains, de Zélani, d'Alariens et de Centurans explorant la galaxie ensemble. Ça a l'air positif,
C'est terrifiant. La voix du vétéran était cinglante. Le capitaine Nina Parker commande un vaisseau d'exploration spatiale profonde avec un équipage comprenant d'anciens officiers militaires Zelani. Le lieutenant Tim Cruise travaille aux côtés d'extraterrestres qui lui tiraient dessus il y a 5 décennies. Pourquoi cela vous effraie-t-il? Parce que cela signifie que les humains ont réussi leur plan le plus dangereux. Farr se pencha en avant. Quel plan? Transformer la galaxie en une grande communauté où les différences entre espèces n'ont pas d'importance. Krexu a fini son verre d'une seule gorgée. Mon petit-fils fréquente une école intégrée sur Kepler 9. Ses camarades de classe comprennent des humains, des Zelani, des lézards végétaliens et des respiratoires gazeux centurants. Ils jouent ensemble, étudient ensemble et se considèrent juste comme des enfants. Et ce n'est pas bon. Cela signifie que la prochaine génération ne comprendra jamais pourquoi nous avons mené la guerre. Ils verront la haine entre espèces comme une ancienne stupidité pratiquée par des ancêtres primitifs. Le vieux guerrier s'est levé lentement, sa jambe cybernétique ronronnant doucement. C'est la victoire humaine suprême. Ils ont rendu la guerre entre espèces intelligentes apparemment impossible et absurde. On dirait que vous considérez cela comme négatif. Je ne peux dire si c'est mauvais ou bon. La voix de Krexu était épuisée. Je sais seulement qu'il est effrayant de voir sa vision du monde s'effondrer. Velera éteignit son enregistreur. Une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière et modifier l'issue du conflit, le feriez-vous? Krexu demeura silencieux de longs instants. La cantina était de nouveau plongée dans le calme, attendant sa réponse. Non, dit-il finalement. Je ne la changerai pas. Pourquoi pas? Parce que ma fille est heureuse. Mon petit-fils grandira dans une galaxie où des espèces diverses collaborent plutôt que de lutter. Parce que la fille de Tony Garcia, Amy, est désormais le docteur Amy Garcia, et elle enseigne la médecine à des étudiants issus de 12 mondes différents. L'ancien guerrier jeta un dernier regard autour de la cantina. Parce que j'ai appris qu'être vaincu par ses adversaires est terrible, mais être aimé par eux est en quelque sorte pire. Pire en quoi? Parce que cela vous oblige à devenir une meilleure personne que vous n'auriez jamais voulu l'être. Krexu se dirigea lentement vers la sortie de la cantina, sa jambe cybernétique claquant sur le revêtement métallique du sol. À la porte, il se retourna pour s'adresser aux nombreux extraterrestres. C'est pourquoi les humains m'effraient, non pas parce que ce sont des monstres, mais parce qu'ils empêchent qui que ce soit d'autre d'en être également. Il quitta la cantina, disparaissant dans les couloirs bondés de la station Kepler 7. Les extraterrestres qu'il laissait derrière lui demeurèrent dans un silence complet, chacun perdu dans ses réflexions sur ce qu'il avait entendu. Bellara regarda son enregistreur, sachant qu'elle détenait une histoire qui allait modifier la perception de la guerre humain-zélanienne dans la galaxie. Mais elle n'était pas certaine que quiconque la croirait. Comment expliquer que l'aspect le plus terrifiant des humains soit leur capacité de pardon et d'amitié? Comment faire comprendre aux gens qu'être conquis par la compassion est plus dévastateur qu'être vaincu par la force? Bellara rassembla ses notes et quitta la cantina, se demandant si la galaxie était prête à entendre la vérité sur ce qui s'était réellement passé il y a 50 ans et ce qui continuait à se produire quotidiennement alors que les humains poursuivaient la diffusion de leur étrange philosophie de coopération à travers les étoiles. À l'extérieur de la cantina, elle put voir des vaisseaux humains s'amarrer à la station, leurs équipages collaborant avec des extraterrestres venus de dizaines de mondes différents. Encore une journée ordinaire dans une galaxie à laquelle les humains avaient contribué.